Aucun d'heure.
C'est bon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sohen, bonsoir Paul, et qui c'est le petit monsieur en bas? Bon, c'est un invité surprise. Et surtout, bonsoir Daphné, merci de Bonsoir. nous faire le plaisir de venir évoquer le sujet des médias en se posant une question à laquelle tu vas devoir répondre. Qui veut la peau des médias? Enfin, de l'indépendance des Et ouais. médias, pour être plus précis. Donc Daphné, tu fais partie d'une organisation qui s'appelle Un bout des médias. Donc c'est une association qui est présidée par Julia Cagé, donc qui est économiste spécialisée dans les médias et qui a pour but de préserver un maximum l'indépendance des rédactions, la pluralité de la presse. Mais bon, pour être plus précis et plus complet sur ta présentation, je te propose de le faire toi-même, tu seras aussi efficace. Carrément. Merci beaucoup de me recevoir ce soir. Ouais, avec plaisir. Je fais effectivement partie de l'association Un bout des médias, qui a été créée il y a quelques années, mais qui est assez récente, qui a été créée en 2020 au milieu de la crise sanitaire, et qui a pour but de défendre l'indépendance des médias. Donc, c'est ce dont on va parler ensemble ce soir. Et en gros, au sein de l'association, on a trois grands objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser le grand public au sujet de l'indépendance des médias, ce que c'est l'indépendance des médias, quels sont les enjeux de la concentration des médias, pourquoi c'est un danger pour la démocratie, etc. Ça, c'est notre premier axe de travail. Le deuxième, c'est de soutenir les rédactions qui seraient en difficulté face à des actionnaires qui mettraient en difficulté leur indépendance. Et notre troisième axe de travail, c'est là où je travaille plus spécifiquement, c'est l'objectif de sensibiliser les pouvoirs publics au sujet de l'indépendance des médias et d'essayer de faire changer la loi. Et moi, mon rôle là-dedans, je suis responsable du pôle plaidoyer de l'association, qui a pour but d'aller rencontrer des parlementaires, d'autres formes de pouvoirs publics, le gouvernement, pour leur parler de l'indépendance des médias, pour leur dire que le cadre législatif, et on va en parler ce soir, est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui et ne protège plus du tout assez les médias de tous les dangers qui peuvent exister, et de défendre une réforme en ce sens. Voilà. Ok, bon, très chouette. Euh, pour commencer, j'ai une première question, parce que je ressors de la rédaction de CNews et de C8, C8 où j'étais en stage ce matin. Et donc, je retiens en me disant, mais ça sert à quoi d'avoir des médias indépendants? Ah, rien du tout, c'est formidable, c'est 8 et c'est news. Non, bon, c'est bonne question pour commencer. Ouais, avoir des médias indépendants en démocratie, en vrai, c'est super important. On parle souvent de cette expression du quatrième pouvoir, et même si je suis pas fan de cette expression, je trouve que ça dit un peu tout ce qu'il y a à savoir de l'importance des médias en démocratie, c'est que c'est quelque chose d'aussi important que le pouvoir législatif, que le pouvoir exécutif et que le pouvoir judiciaire. Mais peut-être pour répondre à ta question, je vais faire la bonne élève et essayer de réactiver des vieux réflexes d'élève, qui est que avant de répondre à une question, il vaut mieux définir de quoi on parle. Et du coup, peut-être définir ce dont on parle quand on dit médias indépendants, parce qu'en vrai, c'est pas forcément hyper clair. Indépendant vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui. Et donc, du coup, nous, au sein de l'association, ce qu'on défend en termes d'indépendance des médias, c'est de dire tout simplement qu'il est important d'avoir des journalistes et des médias qui produisent une information à destination des citoyens sans recevoir de pression sur le contenu de cette information, c'est-à-dire des pressions extérieures qui viendraient soit d'acteurs économiques, on peut penser aux actionnaires, soit d'acteurs politiques, on peut penser au gouvernement, et on viendra peut-être après à évoquer des exemples où les pouvoirs politiques essaient de faire pression sur certaines rédactions pour ne pas publier certains articles, certaines affaires, pour changer des unes, enlever des tribunes de certains médias comme Le Monde. Et ça a été le cas du président Macron qui a fait, en gros, qui a fait supprimer une tribune sur la guerre d'Algérie à son sujet parce qu'il était mécontent et donc Le Monde a retiré cette tribune-là. Donc voilà, l'idée de l'indépendance des médias, c'est de garantir aux journalistes la possibilité de d'écrire une information ou de publier dans les médias audiovisuels une information sans subir ces formes-là de pression. Donc ça, ouais, c'est indispensable en démocratie, je pense, et probablement pour deux raisons pour moi. La première raison, c'est que d'abord, avoir des médias indépendants en démocratie, c'est ce qui nous permet, nous, en tant que citoyens, qui évidemment ne savons pas tout, d'avoir une forme de contrôle vis-à-vis des personnes qui nous gouvernent au sens large.
Et ça, je pense que c'est un truc assez évident et qu'on voit au quotidien, mais qu'on oublie quasiment. C'est-à-dire, bah, sans les médias, sans Mediapart, on n'aurait pas su l'affaire Cahuzac. On n'aurait pas su l'affaire Sarkozy-Kadhafi. On n'aurait pas su l'affaire Benalla. Sans le Canard enchaîné, on n'aurait pas su l'affaire Fillon, qui a eu un impact énorme sur la présidentielle de 2017 et sur tous les événements politiques qui ont suivi. Et donc, sans médias indépendants et sans investigation, on n'a pas cette capacité-là en tant que citoyen de contrôler vraiment les gouvernants et les politiques. Donc ça, à mon avis, c'est une raison hyper importante. Et la deuxième raison, c'est que avoir des médias indépendants, c'est vraiment indispensable parce que les médias, clairement, forgent notre opinion politique et notre vision du monde, et y compris nos comportements électoraux. Sur ça, je donne toujours le même exemple et que je trouve très parlant. C'est une étude qui a été faite en 2020 pendant l'élection présidentielle américaine, où deux chercheurs américains ont regardé l'évolution des comportements électoraux d'un groupe qui était des spectateurs assidus de Fox News. Donc vous voyez à peu près de quoi on parle quand on parle de Fox News, très très conservateur, très très enclin aux théories du complot, etc. Donc ils ont pris ce groupe-là, qui du coup votait clairement pour Trump initialement, ils ont pris ce groupe-là et leur ont demandé pendant plusieurs mois de regarder CNN, qui est une chaîne bah, beaucoup plus progressiste avec de l'information sourcée, vérifiée, etc. Et tout au long de l'enquête, ils leur ont demandé bah, certaines questions sur leur opinion, etc. Ils ont regardé l'évolution. En fait, l'évolution, à la fin de la période, était énorme. Ils votaient plus pour les mêmes personnes. Ils avaient des opinions politiques qui avaient complètement changé sur plein de choses. Donc ça montre à quel point le cadrage des médias a un impact énorme, y compris sur nos comportements électoraux. Donc, si on a des médias qui sont pas indépendants, si on a des médias où les actionnaires bah, font de l'ingérence sur les contenus produits, qui poussent certains sujets, genre l'immigration, la sécurité, et qui mettent sous le tapis des sujets qui intéressent vraiment les Français, genre l'écologie, eh ben on se retrouve avec des résultats électoraux qui sont vraiment tangibles et qui peuvent être potentiellement catastrophiques. Donc, c'était une très longue réponse à ta On va faire une expérience. On va question mettre, pour expliquer en démocratie. suite à ta réponse, j'ai envie de te proposer une expérience où on pourrait mettre la totalité de la population française devant Arte et France 5 pendant 1 an et demi. Et on verra ce que ça Ben changera ouais, sur le score électoraux. Mais c'est trêve de ça. plaisanterie. Euh, et est-ce que tu aurais des cas un petit peu plus précis, plus concrets, où tu as vu l'indépendance des médias mise en danger, où tu as vu des politiciens jouer la pression sur des rédactions, ou encore des actionnaires aussi pressurisés ou empêcher la divulgation de certains sujets dans les médias. Ouais, carrément. Bah, je vais peut-être revenir sur cette question du monde et de la tribune qui avait été retirée suite à l'intervention du président Macron. Et le deuxième exemple que je prendrais, et je pense que ça peut intéresser, c'est la question de Vincent Bolloré et toutes ses interventions dans les médias qu'il rachète, qui à mon avis sont très très parlantes. Mais ouais, ça a eu lieu il y a quelques mois, où suite à un déplacement de Macron en Algérie, il y a quelques mois, Le Monde avait publié une tribune d'un chercheur qui avait relevé une des phrases d'un discours de Macron pendant ce déplacement qui comparait l'histoire des relations franco-algériennes à une histoire d'amour. Et donc, connaissant le passé colonial, la tribune expliquait à quel point c'était une expression déplacée. Et donc, toute cette tribune-là était une tribune clairement à charge contre l'espèce de d'amalgame mémoriel que Macron avait fait pendant ce déplacement-là. Et le lendemain, je crois, de la publication de la tribune, l'Élysée avait fait savoir dans à peu près tous les médias que ça leur avait vraiment pas plu. Et ils ont appelé la rédaction du Monde et le lendemain, la tribune avait disparu et l'auteur lui-même de la tribune avait demandé à ce que, parce qu'apparemment, cette phrase-là, histoire d'amour, était sortie de son contexte, je sais pas quoi. Et donc, l'auteur de la tribune avait demandé, bah, peut-être à rajouter un chapeau au début de l'article pour recontextualiser l'événement, etc. Et le Monde avait refusé et avait préféré supprimer carrément cette tribune-là. Ah, je pense que c'était moi, en tout cas, c'est un épisode qui m'avait pas mal interpellée parce que Le Monde apparaît comme un média qui est quand même assez indépendant. Il a une structure de gouvernance assez spécifique
où au sein du Monde, et c'est pas le cas dans tous les médias, les journalistes peuvent prendre des décisions au sein du conseil d'administration. Il y a aussi des lecteurs qui siègent au conseil d'administration, donc c'est pas que les actionnaires qui décident. Mais là, ils ont quand même cédé à cette forme de pression politique qui, à mon avis, est assez inquiétant dans la France d'aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'était pour un exemple de pression politique. Il y avait eu ça. Et ensuite, ouais, pour parler peut-être un peu de notre cher Vincent Bolloré et toutes les formes d'atteinte qu'il peut avoir vis-à-vis de l'indépendance des médias, bah, quand il a racheté, donc Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, quand il est arrivé à Canal+, Vincent Bolloré a licencié des journalistes et des humoristes parce qu'ils faisaient des blagues qui lui plaisaient pas. Monsieur Bolloré a carrément fait arrêter les Guignols de l'info parce que trop satirique et trop politique. Monsieur Bolloré a carrément supprimé également tout le service d'investigation de Canal+. Il n'y a plus d'informations aujourd'hui produites au sein de la chaîne Canal+. Tout a été rebasculé sur CNews avec de la production d'informations. Je ne sais même pas si on peut qualifier ça d'information en réalité, ce qui est diffusé sur CNews. En 2016, la liste est longue, hein, vous m'arrêtez quand vous voulez. En 2016, Vincent Bolloré qui avait fait censurer la production d'un documentaire qui accusait le Crédit Mutuel de fraude fiscale, parce qu'en fait, le PDG du Crédit Mutuel était un de ses amis, et donc il a demandé à ce que ce soit pas diffusé sur Canal+, et ça n'a pas été diffusé sur Canal+. Il y a toute une série d'exemples comme ça d'à quel point Vincent Bolloré intervient, mais de façon quasiment éhontée, sur la ligne éditoriale des médias qu'il contrôle. Et un dernier exemple plus récent et qui a beaucoup bouleversé la dernière élection présidentielle de 2022, c'est Vincent Bolloré personnellement qui a demandé à un certain Éric Zemmour de venir animer une émission sur CNews tous les jours de 19h à 20h, donc à heure de grande écoute, pour lui donner simplement la parole et diffuser ses idées dans le débat public. Donc tout ça, c'est une forme d'ingérence d'un acteur qui devrait être simplement un acteur économique et pas un acteur comme ça de la vie publique, de la vie politique, qui devrait avoir une influence sur le discours médiatique. Et de manière plus générale, euh, selon toi, quel serait le degré d'indépendance des médias en France, si tu dois comparer à d'autres pays, par exemple, ou en termes de liberté de la presse, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ouais, bah c'est une bonne question et ça me fait penser au fait qu'en ce moment, au sein de l'Union européenne, on est en train de débattre d'un règlement européen sur la liberté des médias et qui a été débattu au sein du Parlement français. En gros, à l'Assemblée nationale, il y a eu une résolution pour discuter de ce règlement-là. Et les arguments, surtout de députés qui étaient plutôt à droite de l'hémicycle, étaient de dire faut qu'on se saisisse de cette question de la liberté et de l'indépendance des médias en Europe, parce qu'en France, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en Pologne, en Hongrie, là, c'est plus compliqué et tout. Et donc, c'est un peu regarder ailleurs. Ici, il n'y a rien à voir. Nous, notre position en tant qu'association, c'est de dire que, évidemment, en France, on a un cadre législatif qui existe. On a la loi de 1881 qu'on connaît bien. On a évidemment dans notre constitution, dans la déclaration de droits de l'homme et du citoyen, plein de choses qui disent que la communication est libre, donc il y a des beaux principes qui sont appliqués, et on a une loi qui est pas liberticide, ça c'est évident. Mais bah, les atteintes que je viens de raconter, c'est pas des choses à prendre à la légère. Donc évidemment qu'il y a pire dans ce qu'on appelle une démocratie libérale en Europe, c'est une catastrophe, et il y a même des journalistes qui se font emprisonnés, etc. Mais en France, la situation est pas formidable. Et en tout cas, c'est, à mon avis, assez dangereux de dire circuler, il n'y a rien à voir, regardons seulement ce qui se passe dans les autres pays. Un exemple que je pourrais donner de ça, c'est la fréquence à laquelle on a ce qu'on appelle des procédures bâillons en France. C'est un truc qui existe où aujourd'hui, quand un journaliste publie une enquête, par exemple, sur un sujet un peu touchy. J'ai un exemple qui est le média Reflet, il y a quelques mois, qui a sorti des articles d'investigation sur les notes de frais de Patrick Drahi, milliardaire qui possède pas mal de médias. Et donc, qui a montré qu'il avait un train de vie énorme et tout. Donc, il considérait, le média Reflet considérait que c'était des infos d'utilité publique.
Et Patrick Drahi n'a pas aimé qu'on aille chercher ses notes de frais et qu'on sorte des articles sur son train de vie. Et donc, les a poursuivis en justice. Et ça, c'est ce qu'on appelle une procédure bâillon, parce que les journalistes, à partir de ce moment-là, ont plus le droit de publier d'informations à ce sujet tant que l'affaire n'est pas traitée. Et donc ça coûte aux journalistes évidemment énormément de temps, énormément d'argent en frais de justice qui sont pas forcément remboursés à la fin. Et ça, on en a très régulièrement en France. Et donc, c'est une forme aussi de tentative de faire taire des journalistes qui existent, y compris en France, alors que l'information est libre et alors qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très important d'avoir des journalistes libres. Donc tout ça fait que la situation en France sur l'indépendance des médias est pas, et sur la liberté du journaliste est pas optimale et loin de là. C'est ça qu'il faut agir. Bon, donc, si vous avez plus de nouvelles de notre chaîne Twitch dans les prochaines semaines, c'est qu'on s'est pris une procédure Bayon et on remerciera Daphné. C'est ça, Euh, exactement. Ce sera ma faute. et donc, pour prendre le contre-pied, quels seraient pour toi les critères d'une bonne gouvernance d'un média, d'un bon fonctionnement? Alors, pour nous, donc au sein de l'association, on défend le fait qu'au sein des médias, il faut pas que ce soit l'actionnaire qui décide, mais les journalistes. Parce que donc aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans notre loi. Ce que je disais tout à l'heure, on a une loi avec des beaux principes qui sont écrits. Et donc en 2016, il y a une loi défendue par un député socialiste à l'époque, Patrick Bloch, qui est passé et qui expliquait qu'il fallait, et c'est écrit dans la loi, hein, qu'il fallait qu'il y ait une séparation stricte entre activité actionnariale économique et activité éditoriale. Sauf qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de façon de le sanctionner vraiment. Et comme je l'ai dit, les actionnaires interviennent dans la façon dont les médias produisent leur info. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'inscrire dans la loi et avec des mécanismes de sanction pour que ce soit vraiment respecté, le fait que les journalistes eux-mêmes puissent participer à toutes les décisions qui sont prises par les entreprises de médias et pas les actionnaires. Ça nous paraît assez évident puisque les journalistes sont formés, il y a une forme de déontologie des journalistes, ils ont fait des écoles ou alors ils ont validé par acquis de l'expérience le fait qu'ils soient des journalistes pros. Donc, ils savent ce que c'est de produire une information, donc ils savent comment on devrait conduire une chaîne, quelles informations méritent d'être mises en avant ou pas. Enfin, voilà. Sachant que aujourd'hui, un truc qui est assez hallucinant et qu'on sait peu et que nous on souhaiterait changer au sein de l'association, c'est qu'aujourd'hui c'est l'actionnaire qui choisit qui est le directeur de la rédaction d'un média. Il le choisit tout seul et c'est pas les journalistes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que ça veut dire que tous les journalistes travaillent au service d'une sorte de super journaliste choisi par l'actionnaire. Donc nous, ce qu'on propose, et c'est de faire en sorte que les journalistes puissent choisir qui dirige leur rédaction. Parce qu'aujourd'hui, et ça on l'a vu il y a quelques semaines, par exemple, il peut y avoir un directeur de la rédaction très apprécié par les journalistes qui est viré du jour au lendemain par l'actionnaire sans qu'il y ait de justification à donner, parce que l'actionnaire est tout puissant. Et voilà, il change de directeur de la rédaction. Et c'est ce qui s'est passé à la rédaction des Échos. Il y a quelques semaines, les Échos, c'est propriété de Bernard Arnault. Bernard Arnault a décidé du jour au lendemain de virer le directeur de la rédaction. Tous les journalistes ont protesté. Il y a une petite grève qui a eu lieu, ce qui est assez rare dans une rédaction comme les Échos, mais ça a eu lieu. Mais en fait, ça a eu aucun effet parce que Bernard Arnault, tout puissant, il a le droit, la loi lui donne ce droit-là de choisir qui est le directeur de la rédaction. Nous, on propose de changer ça, donc de permettre aux journalistes de choisir leur directeur de la rédaction. On propose aussi une autre chose qui existe au sein de certains médias et qui existe notamment au sein du groupe Le Monde, qui est un truc qui s'appelle le droit d'agrément. C'est un truc assez simple qui veut dire que quand il y a un nouvel actionnaire qui veut rentrer au capital du média, si les journalistes s'y opposent, eh ben, ils peuvent le faire et ils peuvent aller chercher un autre repreneur, donc un autre actionnaire, ou alors, et nous c'est ce qu'on défend au sein de l'association, en profiter pour faire rentrer par exemple des lecteurs au capital. On pourrait imaginer, s'il y a un actionnaire qui sort du capital du Monde, qu'on fasse une grande campagne de crowdfunding et qu'on fasse en sorte que des lecteurs puissent rentrer au capital du Monde. Ça, par exemple, ça aurait pu éviter la situation qu'on a eue à Europe 1,
où, je vous rappelle, Vincent Bolloré a racheté Europe 1 comme il rachète tout le temps des médias dans tous les sens. Les journalistes étaient évidemment opposés à ce rachat en se disant que ça allait devenir un deuxième CNews. Mais en fait, ils pouvaient rien faire. Ils avaient aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Leurs deux seules options, c'était soit rester et accepter que Europe 1 devienne une succursale de CNews, soit s'en aller et faire usage de leur clause de cession et tant pis pour eux, faut trouver un autre travail. C'était les deux seules possibilités. Avec un droit d'agrément, il y aurait eu cette possibilité de dire bah non, on veut pas que Vincent Bolloré rentre au capital et on va trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi une façon d'avoir une gouvernance qui fonctionnerait mieux, puisqu'il y aurait une meilleure entente entre les journalistes et l'actionnaire dans un deuxième temps, si ce droit d'agrément existait. Ça, c'est notre deuxième proposition. Et enfin, un truc qui dépasse un peu le secteur des médias, mais qui est particulièrement propice là-dedans, c'est de faire en sorte bah, que les salariés, que les journalistes soient vraiment représentés au sein des instances de gouvernance des médias, c'est-à-dire au sein du CA, et qu'ils aient un droit de vote au même titre que les actionnaires, par exemple, et qu'ils puissent avoir une vraie voix au sein du conseil d'administration, ce qui est aujourd'hui pas du tout le cas. Il y en a, mais ça, c'est le cas dans d'autres entreprises où les salariés ont très peu de voix. Et donc, nous, on promeut une meilleure démocratie sociale au sein des entreprises de médias pour que les journalistes puissent vraiment décider. Voilà. Ok. Au niveau de, parce que j'ai pu voir que qu'un bout des médias avait été très active au moment des législatives sur la question de la redevance, de la suppression de la redevance audiovisuelle. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette mesure? Est-ce que tu crois que on va pouvoir bientôt tous remercier Emmanuel Macron pour une pluralité, une indépendance des médias accrue? Ou peut-être, hein, peut-être es-tu déçu? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? C'est plutôt la deuxième option, effectivement. On va pas le remercier tout de suite. Non, non, c'était effectivement un truc qui nous a pas mal surpris pendant la campagne des législatives. Donc, pour redonner un peu de contexte, nous, au sein du pôle plaidoyer de l'association, on a produit un document qui s'appelle Média 2022 à l'occasion de l'élection présidentielle, où on a formulé une série de propositions, bah, dont celle dont je parlais là sur la gouvernance des médias. On les a soumis au vote, enfin pas au vote, à l'engagement des différents candidats à la présidentielle puis aux législatives. Et on n'avait pas inclus à l'origine la question de l'audiovisuel public parce que on pensait, peut-être naïvement, que c'était quelque chose qui n'était pas remis en question. On pensait qu'il y avait une sorte de consensus sur l'importance de l'audiovisuel public. Nous nous sommes visiblement trompés parce qu'en fait, pendant les législatives, on n'a parlé que de ça. C'était soit bah, effectivement Emmanuel Macron qui proposait la suppression de la redevance, ce qu'il a fait directement au mois d'août, je crois, à la loi de financement rectificative, soit carrément les partis plus à droite qui voulaient privatiser l'audiovisuel public. Et donc, on s'est empressé de se saisir de ce sujet-là. Et non, effectivement, la suppression de la redevance, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément pour l'indépendance des médias. Parce que peut-être pour revenir, parce que des fois c'est pas toujours très clair sur la redevance, c'était 138 euros qui étaient payés par toutes les personnes qui possédaient un téléviseur. Donc c'était pas une base fiscale hyper utile parce que je sais pas toi, moi je possède pas du tout de télé et pourtant j'écoute France Inter sur mon téléphone, je regarde. Voilà. Donc c'était pas hyper adapté, mais ça avait le mérite d'être sanctuarisé. Donc c'était 138 euros qui finançait directement, sans transiter par le budget de l'État, les 5 entreprises de l'audiovisuel public que sont, j'espère que je ne vais pas en oublier, France Télévisions, Radio France, l'INA, Institut national de l'audiovisuel, France Média Monde, qui contient euh, France 24, etc., TV5 Monde, etc., et Arte, qui est cofinancé par la France et l'Allemagne. Et donc, cette redevance allait alimenter directement les budgets de ces médias-là et qui diffusaient des trucs de qualité, bah, qui diffusent toujours, hein, je ne vais pas parler au passé, c'est pas encore mort et on espère qu'on arrivera à sauver tout ça. Mais voilà, des reportages de qualité, des chaînes super et tout. Et donc, en fait, l'impact de la suppression de cette redevance, c'est que à partir de maintenant, ce budget-là sera plus fléché vers ces chaînes-là. Et donc, ça veut dire que chaque année, au moment du vote du budget, c'est-à-dire à l'automne, à partir d'octobre jusqu'à décembre, faudra remettre en question ces financements
Ça veut dire que tous les patrons de l'audiovisuel public vont aller voir Bercy pour leur demander, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un budget sanctuarisé? Sauf qu'on connaît Bercy qui veut tout faire baisser et qui veut réduire les dépenses publiques. On se doute que les dépenses vont diminuer et que donc forcément ça va remettre en question la qualité de ce qui est produit et donc de fait fragiliser l'indépendance des médias parce que si l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Si on peut pas financer des bons reportages, ben, on peut pas les diffuser et donc les médias se voient complètement fragilisés. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous inquiétait énormément. Et donc nous, ce qu'on propose, mais on sait, on en parlera peut-être plus tard, mais on sait que c'est quelque chose de très compliqué en fait. Une fois qu'on supprime une taxe comme la redevance, c'était très démago de supprimer une taxe, parce que ça fait toujours plaisir, enfin au moins facialement aux Français de dire on réduit vos impôts. Une fois que ça a été fait, c'est très compliqué de réinstaurer une taxe derrière, mais nous, c'est ce qu'on propose quand même de faire et de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle taxe affectée à l'audiovisuel public qui soit créée, mais qui ait une base fiscale un peu plus logique que la redevance précédente, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment progressive, que tout le monde la paye, enfin, sauf exonération comme l'impôt sur le revenu, quoi, et que ce soit quelque chose de mieux réparti, mais tout en faisant en sorte qu'il y ait un vrai budget qui soit sanctuarisé, puisque sinon on courra droit vers la catastrophe. Ça, on n'en doute pas. Surtout que, et ça c'est peut-être un point intéressant aussi, ce point-là sur la redevance qui est supprimée, en fait ça arrive à la fin d'une chaîne d'une fragilisation générale de l'audiovisuel public. C'est que ça fait des années que l'audiovisuel public, on voit ses ambitions à la baisse. Il y a eu un moment, on a cru qu'on allait supprimer France 4. Il y a eu la suppression de France O il y a pas longtemps. Il y avait eu la fusion des rédactions de France 2 et de France 3 pour faire des économies, en fait. Il y a de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle de codiffusion, c'est-à-dire qui diffuse en même temps entre France 3, qui est la chaîne de télé, et France Bleu, la chaîne de radio, où les deux sont diffusés en même temps, parce que ça coûte moins d'argent. Donc en fait, tout ça est inquiétant pour l'avenir de l'audiovisuel public. On se dit, c'est toute une trajectoire qui va vers le moins 10 ans pour ces médias-là. Donc nous, ça nous inquiète pas mal. Et sur ce sujet, je me permets d'orienter nos auditeurs. Euh, et pendant ce temps, je lis un commentaire d'Agondi Alonso qui nous dit le problème, c'est le capitalisme de toute façon. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Oui, je vous invite à lire un très bon dossier de la Fondation Georges Jaurès qui a été rédigé par Julia Cagé, j'allais dire Daphné Cagé, mais c'est pas ça encore, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Euh, donc oui, ce qui était intéressant dans ce papier, c'est qu'il montre qu'en fait, sur un échantillon d'11 000 personnes représentatives de la population française, euh, les Français sont prêts à payer une redevance télévisée qui ne soit donc proportionnelle au revenu de chacun. Et de faire ça, ça permettait d'en fait de diminuer le coût des redevances télévisuelles par rapport à ce qui a coûté avant à chaque foyer, pour je crois que c'était au moins la moitié des ménages les plus modestes, ou en tout cas la partie des ménages les plus modestes ou les classes moyennes n'était pas du tout affectée par une hausse du budget de l'audiovisuel si on mettait en place un impôt proportionnel. Donc je vous invite à regarder tout ça. Ouais. Et il y avait aussi eu, dans le cadre de la suppression de la redevance, une proposition de loi qui était sortie du côté du Sénat pour proposer une solution alternative. Parce qu'en fait, là, l'option qui a été choisie pour l'instant, suite à la suppression de la redevance, c'est d'affecter une part de la TVA à l'audiovisuel public. Sauf qu'en fait, ça, ce sera rendu impossible à partir de 2025 parce que, en gros, les règles de gouvernance des finances publiques ont changé. Et donc, du coup, à partir de 2025, on va être obligé de trouver une solution alternative. Et donc, dans ce cadre-là, les sénateurs ont commencé déjà à s'en saisir. Et ouais, effectivement, la note est chouette. Je vous invite aussi à aller la regarder. Et
pour rester, parce qu'on est rentré un petit peu dans le domaine législatif, donc politique, qu'est-ce que tu penses du discours des politiques sur l'indépendance des médias? Est-ce que tu observes une certaine évolution vers le mieux ou vers le pire, peut-être les deux en même temps? Et plus par rapport à ton association, est-ce que un bout des médias parvient à sensibiliser justement ces politiciens, ces députés, ces élus quand vous les rencontrez? Est-ce qu'ils sont réceptifs ou ça reste un sujet un peu trop secondaire pour eux? Ouais. Et bah nous, on a été agréablement surpris dans l'année qui vient de s'écouler, surtout au début de la législature, là, de la nouvelle législature. On a vu que le sujet a commencé à émerger davantage que ce qu'on espérait. Après, en préambule, je dirais peut-être un truc qui va paraître évident, mais nous qui nous a quand même sauté aux yeux, c'est qu'il y a un vrai clivage droite-gauche sur le sujet. C'est que nous, on l'a bien vu bah, pendant la campagne Média 2022, les trois candidats à la présidentielle qui ont signé nos engagements pour l'indépendance des médias, c'était Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo. Les autres n'ont pas voulu signer. Ou alors nous ont pas répondu, mais en tout cas, ceux qui étaient volontaires, c'était les candidats de gauche. Et ça s'est répercuté sur le travail législatif, parce que en vrai, avant, avant cette séquence-là, on avait l'impression que le sujet de l'indépendance des médias, en vrai, c'était un non-sujet. C'était pas dans les programmes des candidats. Nous, on a produit au sein d'un bout des médias un comparateur de programmes. Il y en a souvent qui sont faits genre par Oxfam et tout. Et donc, nous, on en a fait un à notre sauce sur les médias. Il y en avait plein qui disaient rien. Même la majorité disait absolument rien, sauf les candidats à droite qui disaient faut privatiser l'audiovisuel public, ce qui n'était pas super, qui allait pas particulièrement dans notre sens. Mais c'était intéressant de voir que voilà, c'était un sujet qui paraissait quand même très secondaire. Et je pense que à gauche, en tout cas, ça a pas mal changé parce que cette année, on a beaucoup parlé du phénomène Bolloré, justement. Parce que je pense que c'était impossible de passer à côté avec la candidature d'Éric Zemmour, avec la multiplication d'atteintes à la liberté de la presse. Il y a eu la création du collectif Stop Bolloré, dont vous avez peut-être entendu parler, dont on est membre, nous, au sein d'un bout des médias, comme plein d'autres associations, etc., qui se mobilisent contre la concentration des médias. Donc ça a quand même fait grand bruit. Et par exemple, il y a eu au mois de avril-mai de l'année dernière une commission d'enquête qui a été créée au Sénat sur initiative socialiste sur la concentration des médias, qui a formulé une série de propositions pas super, c'est cocorico. Mais les propositions qui en sont sorties sont pas forcément les plus, comment dire, les plus opérationnelles, pour le dire gentiment. Enfin, mais ça a permis de mettre à l'agenda le sujet d'une façon un peu nouvelle. Donc ça, c'était une bonne chose. De la même façon, quand il y a eu la niche des Insoumis à l'Assemblée nationale, ils ont proposé une proposition de loi sur l'indépendance, la concentration des médias aussi. Donc, on voit qu'il y a des tentatives. Le sujet commence à émerger parce que on commence à en parler dans le débat public. Et je pense que l'effet d'entraînement, il va vraiment dans ce sens-là. C'est que dans le débat public, ça fait polémique. Je pense que l'épisode confrontation de Louis Boyard chez Cyril Hanouna a fait un pic dans le sujet Bolloré et sur le sujet de l'indépendance des médias. Donc, je pense que petit à petit, on en parle de plus en plus, ce qui est quand même une très bonne chose. Et nous, on voit au sein de l'association que les députés sont réceptifs. Nous, on travaille très régulièrement avec le groupe de travail média au sein de la NUPES. En fait, l'intergroupe se constitue en groupe de travail. Il y en a un dédié au sujet des médias. Donc ça tombe bien. Et donc on bosse beaucoup avec eux, bah, notamment sur le règlement européen dont je vous parlais, sur la liberté de médias, on a bossé avec eux, on commence à travailler avec eux sur la question de la concentration. Enfin, donc ils sont très à l'écoute, mais je pense qu'à gauche, il n'y a plus trop besoin de convaincre sur la nécessité d'agir au sujet des médias. Tout l'enjeu, c'est de réussir à vraiment faire changer la loi, en fait, parce qu'on voit que ben, on n'a pas la gauche n'ayant pas la majorité, comment est-ce qu'on fait pour passer une loi? Et même quand on a la majorité, apparemment, en ce moment, on fait passer des lois sans la majorité grâce à un outil super pratique qui est le 49.3.
Donc, à ce niveau-là, nous, l'enjeu, c'est de travailler au long cours sur une façon dont on pourrait vraiment changer la législation. Mais là où il y a un point qui est intéressant, et attention, je vais dire du bien du gouvernement, ça arrive, quoi. Mais on a été agréablement surpris par les prises de position de la ministre de la Culture, qui a dit que c'était pas normal que Vincent Bolloré agisse comme ça, qui a pris position contre Cyril Hanouna et en disant qu'il fallait questionner les conventions signées entre l'Arcom et C8. Ah oui, d'ailleurs, on pourra parler de l'Arcom après, si ça vous intéresse. Enfin, le CSA devenu Arcom. Et C'est ma donc passion. là, le gouvernement... Non, mais ça peut être intéressant. Euh, et donc sur ça, le gouvernement a été, enfin la ministre de la Culture, en tout cas, était assez incisive et on était agréablement surpris. Et nous, on demande, donc on a été reçus par certains députés de la majorité qui étaient à l'écoute. Après, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste de l'écoute, c'est des vrais actes et qu'on change vraiment la loi. Et nous, on est très attentifs sur la prochaine séquence de consultation démocratique qui va être ouverte, qui est les États généraux du droit à l'information. C'est un truc qui était dans le programme de Macron, dont on ne sait absolument rien, mais auquel on va être associé en tant qu'association. Donc, on en attend pas mal pour voir si c'est effectivement ça va être suivi des faits et si il va se passer quelque chose sur l'indépendance des médias. Voilà. CQFD, votez à gauche si vous voulez une indépendance des médias. C'est vrai que Euh, le clivage était super net et si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le site Un bout des médias, il y a le comparateur, le fameux comparateur de programme et c'était très très clair. Et nous, je le précise, en tant qu'association, on n'a pas d'affiliation partisane en tant qu'association, mais c'était marrant de voir que quand on postait notre comparateur de programme, tout comme les autres associations qui le faisaient, les trois quarts des gens commentaient exactement ça et disaient genre ouais ok donc faut voter à gauche quoi. C'est pas nous qui le disons, c'est le comparateur de programme. on va faire un comparateur de programme aussi Avenir éco-socialiste, comme ça on pourra orienter de manière tout à fait apolitique le choix En de toute chacun et chacune. objectivité, Euh, toute objectivité, toujours. avant d'évoquer ton sujet chéri, l'ARCOM, peut-être comme on vient de parler de la sensibilisation des députés, des élus, est-ce que dans un autre registre, pardon, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser vraiment le grand public, Gérard qui sort de son pavillon un matin pour son chien, Antoine qui revient d'un match de foot, et est-ce que ça fonctionne bien? Ouais. Bah, c'est une bonne question. Effectivement, on commence, vu qu'on est une jeune association, on n'est pas encore très identifié, mais on essaie de multiplier les événements où on va rencontrer du monde. Et donc, bah, on fait un peu ce que font n'importe quelles associations, c'est-à-dire on organise des tables rondes un peu conventionnelles où on va parler aux gens. On est présent sur des forums, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu le mode d'action classique. Et puis, on a eu, donc oui, on a organisé un truc qu'on a appelé nos universités d'automne, où on a organisé des conférences sur le sujet des médias, pas que indépendance des médias, on a fait aussi une conférence sur le sujet médias et environnement, comment est-ce que les questions écologiques sont traitées dans les médias, place des femmes dans les médias, enfin voilà, tous ces sujets-là. Mais il y a un autre plan d'action qu'on a commencé à développer en collaboration avec le collectif Stop Bolloré dont je parlais et une autre asso qui s'appelle Informer n'est pas un délit. On travaille beaucoup ensemble en se disant, bah, vu qu'on a des points communs, on préfère mutualiser un peu nos forces. On a lancé un concept qui est assez intéressant. Je dis ça, c'est nous qui l'avons créé, donc dire c'est super intéressant, c'est très humble, mais qui s'appelle le Grand Banquet des médias, où l'idée c'était de réunir 50 journalistes et 50 citoyens qu'on a essayé de sélectionner de la façon la plus diversifiée possible, c'est-à-dire en allant voir des associations
association pour avoir des gens, pas que des gens de gauche, pas que des blancs, CSP+, enfin voilà, pour avoir une vraie diversité de citoyens et de les faire discuter sur le sujet des médias, justement, sur le sujet de la défiance qu'il peut y avoir envers les journalistes, sur le sujet de la concentration des médias, enfin voilà, histoire d'avoir une discussion la plus libre possible sur ce sujet. Et ça, je trouvais que le format était super, pas pour sensibiliser le grand nombre, parce qu'évidemment, c'était que 100 personnes, dont 50 citoyens, mais pour faire du travail vraiment intensif, j'ai envie de dire, et de changer vraiment la perspective et de d'échanger vraiment avec certaines personnes pour leur faire changer, pas forcément changer leur regard, hein, des fois, bah, ils ont des positions et c'est très bien qu'ils les gardent, mais pour échanger sur ça. Et donc ça, c'est un mode d'action qu'on essaie d'explorer et on essaye de développer ouais, des façons de toucher des gens qui s'intéresseraient pas forcément à cette question parce que en vrai, il y a tellement de choses auxquelles il faut se préoccuper aujourd'hui, problème de pouvoir d'achat, problème de crise environnementale et tout, que le sujet de l'indépendance des médias, ça passe un peu au-dessus de la tête et c'est normal, on peut pas se préoccuper de tout. Mais nous, on essaye comme ça de cibler comme on peut les gens. Voilà. Avant de passer à notre point du jour, Arcom, je voudrais rappeler à tout le monde de s'abonner à cette magnifique chaîne Avenir Éco-Socialiste. Bon, on parlera pas de l'Arcom tous les jours, je suis désolé, mais au moins ce soir. Dommage. Et il y a plein d'autres sujets sympas dans les prochaines semaines. Donc ça y est, Daphné, tu as le champ libre, tu as au moins 1 heure pour nous parler Arcom. Non, Euh, je vais vous frustrer, mais avant de parler de l'ARCOM, le meilleur sujet de la soirée, il y a un autre point sur lequel je peux revenir sur comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser. Euh, Nous, on a aussi des modes d'action un peu classiques quand je présentais l'asso au début. Je parlais de soutien aux rédactions. Et on a notamment eu une grosse action de soutien aux journalistes de Science et Vie au moment où l'actionnaire voulait virer tous les journalistes et ce qu'il a fait au final. Et donc là, on a ce gros travail aussi de sensibilisation à ce qui est en train de se passer au sein des différents médias. C'est-à-dire que ce truc à Science et Vie, personne savait trop quels étaient les enjeux et donc nous bah on a tout fait pour écrire des tribunes, faire une pétition et au final ça a eu un impact puisque la ministre de la Culture de l'époque c'était Roselyne Bachelot s'était impliquée dans l'affaire. Donc en fait ça montre aussi que en se mobilisant alors que des fois on a l'impression que signer une pétition ça sert à rien et que signer une tribune ça sert à rien, bah en vrai via la mobilisation citoyenne, y compris en ligne, on a réussi à faire bouger un peu les lignes. Le média a quand même été supprimé et ils ont quand même viré les journalistes, mais il y a eu cette forme de mobilisation citoyenne qui a permis aux journalistes ensuite de partir de ce média, vu qu'ils avaient été virés, et de créer un nouveau média indépendant qui s'appelle Epsilon et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et nous, on les a soutenus en tant qu'association et on a permis d'en faire un levier de lutte citoyenne. Voilà, je voulais mentionner ce petit épisode avant de parler de l'ARCOM, évidemment. Non, mais ça. et oui, ça nous permet de faire un petit point mobilisation des retraites. Continuez de vous mobiliser, la bagarre n'est pas finie. Et il y aura bientôt un RIP. On pourra peut-être obtenir qu'il y ait un référendum et de virer tous les ministres du gouvernement, ce qui est bien plus chouette que de virer des journalistes de Science et Vie. Bon, Exactement. je te fais pas patienter plus longtemps. Arcom, dis-nous tout. Non, mais c'était juste pour faire un petit point parce que on a toujours, donc ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA. On a toujours l'impression que le CSA sert un peu à rien. Et je le dis de façon très triviale, mais parfois c'est un peu vrai. Et donc, nous, tout l'enjeu au sein de l'association, c'est de faire en sorte que ce régulateur, donc l'ARCOM, c'est un régulateur indépendant qui dépend pas du gouvernement, qui agit, c'est une autorité administrative indépendante qui est censée bah, agir pour regarder ce que font les médias et regarder quand il y a des sorties de route, faire en sorte que les personnes soient sanctionnées quand il y a des propos catastrophiques qui sont tenus sur les chaînes de télé ou les chaînes de radio. Ça a été le cas pour Hanouna quand il s'est mis à insulter Louis Boyard quand il était dans son émission. Le CSA est venu pour sanctionner.
pour sanctionner Hanouna, comme il l'a fait beaucoup, beaucoup de fois. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Arcom. Oui, j'ai des hobbies très fun. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Arcom toutes les saisines de l'Arcom et toutes les condamnations. Et c'est un truc de fou. Quand on regarde le nombre de condamnations de CNews, de C8 et des chaînes de Bolloré, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, rien ne change. Ça sanctionne. 3 mois plus tard, ça a aucun effet. Le lendemain, ils refont la même chose et ça sert à rien. Là où on peut avoir un vrai impact, et c'est pour ça que je voulais en parler, et c'est important, c'est que l'Arcom, c'est cette autorité-là qui donne les fréquences audiovisuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'Arcom qui dit à Bolloré, OK, je te donne, c'est gratuit en plus, je te donne gratuitement la chaîne CNews et tu vas pouvoir l'exploiter comme tu veux. La contrepartie du fait de lui donner gratuitement accès à cette chaîne, c'est qu'il va signer une convention donc entre l'actionnaire et enfin, le groupe et l'ARCOM, avec un certain nombre de grands principes qui sont inscrits, genre la garantie du pluralisme, l'égalité femmes-hommes, faut pas mettre un traitement dégradant de l'image des femmes dans tes chaînes, faut représenter, enfin ce genre de trucs, quoi, des grands principes qui sont super, on est tous d'accord, mais qui en fait, évidemment, Bolloré, il va te signer le truc en disant oui, oui, très bien, c'est formidable, et il va faire tout le contraire. La preuve, c'est que ça, c'était un épisode formidable de cette année électorale. Sur CNews, il y avait un déséquilibre énorme des discours de droite qui étaient diffusés pendant la journée. Et donc, vu qu'il y a une obligation de pluralisme pour qu'il y ait autant de temps de parole donné à la droite et à la gauche, eh ben, ils diffusaient des discours de candidats de gauche entre 3 heures et 6 heures du matin, où personne n'écoutait la télé. Mais donc, du coup, sur une journée, ça faisait équiter du temps de parole. Donc, pour vous dire à quel point il a beau signer ses beaux engagements, en vrai, dans les faits, c'est pas du tout respecté. Et donc là où il y a un enjeu, c'est que ces conventions arrivent à expiration. La convention de C8 arrive à expiration en 2024. Et donc tout l'enjeu, c'est que les conventions soient plus exigeantes et que l'ARCOM joue vraiment son rôle de régulateur pour faire en sorte que les conventions soient bien écrites dès le début et que des vraies exigences soient données et qu'ils puissent ensuite vraiment condamner. Et s'il faut, et nous en tout cas c'est, enfin moi personnellement c'est la position que je défends, c'est de pas renouveler la convention. En fait, au sein de C8 comme CNews respecte pas du tout la déontologie de ce qu'il y a dans les médias et donc à un moment faut juste arrêter. Il faut faire en sorte qu'on applique vraiment les grands principes qu'on essaie de se donner, quoi. Donc voilà, c'était ma petite partie Arcom. Je vous embête pas plus sur ça. Bon, bah, c'était une très bonne idée de, de transition pour ma prochaine question, puisque tu viens d'évoquer la possibilité de ne pas renouveler le droit d'antenne à C8, CNews. Et donc, mon question va être associée et très directe. Si tu étais invité à Touche pas à mon poste, en compagnie de notre grand ami Cyril Hanouna, qu'est-ce que tu lui dirais? On peut faire une version Pascal Pro juste après si tu veux. Bah, c'est une bonne question, mais je pense que la première question et qu'on se pose tous, c'est déjà, est-ce que j'irai à Touche pas à mon poste? Et je sais qu'il y a énormément de responsables politiques, surtout à gauche, qui préfèrent boycotter. Il y en a qui se disent qu'il vaut mieux y aller. Et je trouve que c'est une question qui est assez intéressante. Est-ce qu'on va sur les chaînes qu'on fustige? Est-ce qu'on légitime un système qu'on critique? Ou est-ce qu'on y va quand même parce qu'on se dit qu'il y a tellement de gens qui écoutent ces émissions-là qu'il faut qu'ils entendent une voix un peu rationnelle et des bons arguments et qu'il faut pouvoir défendre quand même nos idées. Je trouve que c'est une question. Moi, j'ai pas tranché la question, j'avoue, mais je trouve que c'est un débat quasiment un dilemme moral qui est intéressant. Et moi, si j'y allais, si je prenais cette décision, je pense que la stratégie qu'a eue Louis Boyard était assez intelligente. Je pense que je ferais une Louis Boyard si j'y allais. Parce que je pense qu'il a été très bon dans sa séquence parce que il n'y est pas allé en abordant le sujet de l'indépendance des médias, en essayant de convaincre et de faire des grands développements comme je fais ce soir. Il y est allé en montrant ce que c'était la réalité de l'absence d'indépendance dans les médias de Bolloré. Il y est allé en provoquant Hanouna, en fait, et c'est Hanouna lui-même qui a sorti des phrases hallucinantes, genre, il a dit je crache pas dans la main de celui qui me nourrit, des trucs comme ça, que je pense qu'il aurait pas dit
si ça avait été un débat plus posé et tout. Là, je trouve qu'il avait été très bon en justement en le faisant, enfin, il est parti en roue libre en fait, en le provoquant sa roue libre. Et ça, j'ai trouvé ça assez intelligent comme méthode. Donc, je prétends pas que je ferais exactement la même chose, mais je trouvais ça assez malin. Tout en sachant, je vais me contredire tout de suite, mais tout en sachant qu'en fait, je sais pas si ça a été un si bon calcul que ça, parce que je crois que toute la semaine d'après, Hanouna a passé la semaine à faire ses émissions que sur Louis Boyard, en le clashant toute la journée avec tous ses chroniqueurs, et donc en fait, pour 10 minutes de séquence qui a eu un super retentissement à gauche, en fait, toute la semaine d'après, ses spectateurs ont pu voir tout le déroulé de c'est un gars horrible, Louis Boyard, etc. Donc, je sais pas trop si l'impact a été bon. Euh, c'est, ouais, je trouve que c'est une question compliquée. Je ne sais pas. Bon, on attend ta Louis Boyard prochaine. On va regarder cette T'entends pas? MP en espérant. Ah, T'es que moi? Moi, je ne t'entends pas. on m'entend bien? Non. Tu l'entends pas? Moi, je. Daphné? Tu l'entends, Paul? Ouais, je l'entends, ouais. Moi, je l'entends pas. Ah. Tu peux parler, C'est fâcheux. Vas-y, Thibaut, parle. Je suis pareil. Tu Moi, je m'entends l'entends pas. ou... Bah, attention, Ah bon. j'ai une question que j'avais en tête que je vais pouvoir te poser du coup. Parce qu'on a on Parfait. a beaucoup parlé des médias, disons, institutionnels. Mais qu'est-ce qu'on fait parce que là, à la prolifération de médias qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, maintenant c'est très facile, bah, on le fait un peu ce soir nous, ce qu'on fait là un peu sur Twitch, c'est un peu notre média à nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour réguler tous ces médias-là, ces médias qui arrivent un peu de nulle part et qui sont du coup, surtout d'extrême droite, qui ont eu beaucoup de visibilité ces derniers temps? Ouais. Ah, ça, c'est une super bonne question. Et je trouve que ça rappelle un truc que je disais en introduction sur ce qu'on définit comme des médias indépendants. Il y a tout l'enjeu de faire la différence entre indépendance des médias qu'on peut défendre, y compris pour les médias mainstream dont je parle depuis le début de la soirée, et cette question des médias indépendants qui sont soit possédés par des structures toutes petites, soit des petits médias qui émergent un peu dans leur coin et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant et important de se poser la question parce que à la fois, on peut pas dire que ce soit une mauvaise chose qui est de plus en plus de sources d'informations. En plus, on est dans un monde où il y a de l'info en continu dans tous les sens et c'est très chouette et parfois hyper utile d'avoir des flux d'informations. Genre, je pense, je sais pas, à Rémi Buzine qui va couvrir les violences policières alors que les médias mainstream vont pas le faire. Plein d'autres, j'ai pas d'autres exemples, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres de gens qui mettent la lumière comme ça sur des enjeux qui sont hyper complémentaires par rapport aux médias traditionnels. Mais il y a toute cette question aussi de savoir comment est-ce que à la fois on peut décider ce qui peut être appelé un média ou pas en réalité. Et il y a aussi tout l'enjeu du modèle économique et de la viabilité économique. C'est que si on a de plus en plus de petits médias qui émergent, c'est super pour le pluralisme. Et comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre et pour perdurer dans un contexte où on a l'habitude d'avoir accès à de l'information gratuitement? En fait, aujourd'hui, et c'est ce qu'on voyait dans le banquet des médias dont je vous parlais, quand on parlait, la plupart des gens nous disaient qu'ils s'informaient sur les fils Yahoo News où c'est complètement gratuit ou sur les réseaux sociaux. Et pour eux, l'info, c'est pas quelque chose pour lequel on doit payer. C'est logique que ce soit gratuit. Et du coup, ça pose un vrai enjeu. C'est est-ce que déjà il faut favoriser le développement de tous ces petits médias et comment on fait pour leur permettre de survivre? Parce qu'on voit qu'il y en a qui disparaissent. Il y a un super média qui était trop chouette qui s'appelle Le Dranche, que vous connaissez peut-être, qui vient de faire faillite. Alors que c'était super, c'était un média qui donnait la parole sur plein de sujets avec un article sur un sujet genre n'importe lequel, il y avait une position pour, une position contre, et donc ça participait au débat, et c'était hyper intéressant. Et donc ce média a disparu faute de viabilité économique. Donc ouais, c'est un gros enjeu. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais Si, c'est l'occasion de remercier. On a un nouvel abonné qui vient de j'entends nous toujours rejoindre. pas Thibaut, c'est un enfer. Ah, c'est bizarre, tu l'entends pas.
Ouais, en fait, Bah non. t'as répondu à ma question. Vous voulez, Bah, je sais pas, Thibaut, est-ce que tu je peux sais pas déco et reco, voir si ça, ou aussi tu c'est viens. peut-être moi, hein. Non, mais Ouais, ouais, je vais si essayer. vous, Ouais. vous l'entendez, Bah ouais, c'est c'est bizarre, je probablement l'entends. moi. T'es Euh, sur, t'es sur Discord, toi, Daphné aussi, oui. C'est trop ouais, bah, étrange. normalement, ouais. Essentiel. Et Attendez. Sinon, je m'en vais. Je reviens. non, non, je pense que c'est. Je, Ouais, je m'en vais, je m'en vais. ouais, on va essayer que Ouais, Thibaut s'en aille. regarde, Je vais te reposer une autre question. Je sais pas si tu l'as, je sais pas si tu l'as déjà abordé tout à l'heure, mais d'après ce que je me souviens, Julia Cagé, elle avait une proposition, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est les bons pour la démocratie. Je crois qu'elle voulait mettre la même chose en place, ça en place aussi pour les médias. Je crois pas que tu en aies encore parlé. Enfin, du coup, c'est une proposition que vous défendez aussi? Alors, ouais, c'est une proposition qui est pas dans notre socle de propositions parce que c'est un truc super intéressant qu'on défend dans le débat d'idées, mais ça fait pas partie de nos propositions Média 2022 pour une raison vraiment technique, qui est que ça remettrait en question toute la structure des aides à la presse, dont j'ai pas encore parlé pour l'instant, et ça peut être intéressant aussi. Et donc, du coup, pour des raisons plus pratiques, on l'a pas intégré, mais intellectuellement, c'est un truc qu'on défend complètement. Et pour en dire deux mots, ouais, ça s'appelle les bons pour l'indépendance des médias. Et l'idée, ce serait de remplacer complètement le fonctionnement des aides à la presse écrite, qui, en gros, c'est un système qui finance publiquement, donc avec l'argent public, le fonctionnement de certains médias et en priorité les médias mainstream, donc qui sont possédés par des milliardaires. Donc ça peut être vu comme un peu bizarre qu'il y ait autant d'argent public qui soit donné à des milliardaires alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc l'idée serait de remplacer ça, qui est donc ces subventions-là sont données par une commission qui dépend du ministère de la Culture selon des critères qui sont vraiment pas du tout transparents. Enfin, on sait pas trop pourquoi ils donnent à qui et selon quels critères, ce qui, en termes de transparence, est incroyable. Donc l'idée, ce serait de remplacer tout ça par des bons pour l'indépendance des médias, où chaque citoyen, au moment de remplir sa déclaration d'impôt, pourrait choisir de flécher, par exemple, une somme de 10 euros à tel ou tel média de son choix, soit parmi une liste limitative de ceux qui ont ce qu'on appelle l'agrément de la fameuse commission dont je parlais, qui ont le titre officiel de média, qui ont le statut de média. Soit il pourrait carrément nommer les médias qu'il souhaite pour qu'ils puissent bénéficier de cet argent public, pour décentraliser un peu la décision de qui mérite, selon les citoyens, de Trop bien. bénéficier d'argent public ou pas. Ouais, Et c'est ce que Julia Cagé défendait aussi pour les partis politiques avec ses bons pour la démocratie. Et ça, c'est un truc qui existe en Italie 9. et qui est déjà en place. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui pourrait totalement fonctionner. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de remettre le citoyen au cœur du système médiatique en se disant, j'ai un pouvoir aussi en choisissant, bah, ce que je disais tout à l'heure, à qui je vais donner de l'argent en m'abonnant à certains médias et pas à d'autres. Mais aussi, j'ai le pouvoir d'orienter la décision publique du financement public au moment de ma déclaration d'impôt, ce qui est assez démocratique et assez intéressant au demeurant. Est-ce qu'on t'entend, Thibaut, ou toujours pas? Et de retour dans la partie. Je l'entends toujours pas, Ah, c'est tu l'entends pas terrible. encore? Bah ouais, Mais je pense que c'est moi le problème. ouais, si tu peux tenter de déco Rocco. Et après, Je vais m'en aller. Je reviens. Oui. Allez, on essaye. Non, en tout cas, je sais pas vous, mais je passe un super moment. Je trouve que très, très éclairant l'intervention de Daphné. Ouais, non, et j'incite tout le monde à aller sur le site de Un bout des médias, qui est aussi très complet en termes de documentation et de vidéos. Il y a des conférences, ils ont une super chaîne YouTube avec énormément d'abonnés, n'est-ce pas? Et, euh, et puis Julia Cagé a fait un bouquin aussi qui est bien, qui est bien. Daphné fait des conférences un peu partout. Elle va venir en Normandie bientôt. Euh, Ouais, ouais.
Non, mais Euh, c'est bon, je t'entends Thibaut, tout va bien. Et ouais, un petit point sur les ouvrages de Julia. Nous, nos propositions que vous retrouverez sur le site Média 2022, elles sont issues d'un livre qu'elle a écrit avec Benoît Huet, qui est juriste, qui s'appelle L'information est un bien public et qui est assez accessible. Il est chouette. Donc, si jamais vous avez envie de creuser le sujet, venez vous abonner à tous nos réseaux sociaux, évidemment, mais vous pouvez aussi lire ce bouquin qui est très intéressant et adhérer à notre association parce qu'on fait plein de choses super et n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans le chat, il y a c'est une série de joies plutôt très manifestes de nos retrouvailles audio que Ah, je suis venu aussi. Euh, moi aussi, je suis très je me- contente. Est-ce que, Paul, tu aurais ou Soen des questions adressées à notre chère Daphné? J'étais trop Non, mais complète. C'était j'avais parfait. deux questions, je les ai posées du coup pendant ton petit, ton petit truc. Et Euh, donc, t'as Et d'autres le questions, suspense. t'as d'autres questions du coup, Thibaut? Peut-être que Daphné, as-tu des questions pour Avenir éco-socialiste? On va changer nos rôles. Bah, est-ce que vous voulez faire une autre conférence sur le sujet de l'indépendance des médias? Est-ce qu'on peut en faire une toutes les semaines jusqu'à ce que tout le monde en France soit 100% sensibilisé au sujet de l'indépendance des médias? Pour que je puisse parler d'Arcom pendant 1 heure et demie la prochaine fois. Ouais, il faudra nous payer cher, mais pourquoi pas? Non, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais de temps en temps, en vrai, dès qu'il y a un sujet média ou enfin un truc vraiment, tu as une actualité brûlante sur ce sujet-là, je pense qu'en vrai, ce serait très intéressant de te réinviter sur ce sujet. Avec plaisir. Et oui, Ouais, autre question à Avenir éco-socialiste. Si vous, par exemple, vous organisez des lives avec des députés ou des gens comme ça peut être intéressant de leur poser la question de ce qu'ils pensent de Vincent Bolloré, de ce qu'ils pensent de la situation des médias. Faire exister ce sujet-là. Voilà, je fais mon petit lobbying auprès de vous aussi. Non, mais en plus, ça tombe bien parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va recevoir Chloé Ridel, qui est la présidente de Mieux Voter et qui maintenant Ancienne aussi est présidente. porte-parole du Parti Socialiste. Donc, on pourra Tout lui à fait. poser la question parce qu'on va faire un live sur la démocratie, l'avenir de la démocratie, comment la redorer. Donc, il y a un lien Bien. finalement. Les deux sont liés, hein. Ouais, les deux sont liés, tout à fait. T'avais une question, Charles, parce que Oui, je te oui, du coup, revois Rocco. il y a une question qui m'est venue, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on parle d'indépendance des médias, mais est-ce que, par exemple, toi, tu as des exemples de médias que tu jugerais plus exemplaires que d'autres? Enfin, de médias de presse, de télé, ou voilà. Bonne question. Et bah, à part ce que j'ai dit sur la tribune du Monde, qui a été enlevée suite aux pressions de Macron, le modèle du Monde est assez intéressant et assez vertueux. Bon, ça reste un média énorme et mastodonte, mais qui est assez respectueux, enfin qui a construit vraiment une structure de gouvernance où les journalistes ont un vrai poids et où les lecteurs ont aussi un vrai poids. Et ça existe dans quasiment aucun autre média. Donc ça, c'est pour le côté un peu média mainstream. Et je trouve que bah c'est pas très original comme réponse, hein, mais Mediapart fonctionne très bien. Mediapart, c'est une structure super indépendante qui a créé son fonds de notation indépendant, qui publient des trucs où à chaque fois qu'ils sortent une enquête, on a trop envie de lire la suite parce qu'ils sont trop forts et en termes et de gouvernance et de qualité de ce qu'ils produisent, me paraît vraiment super exemplaire sur la question de l'indépendance des médias. Mais il y en a Et, plein d'autres, des petits médias qui se constituent à suivre. et sur, par exemple, sur alternative économique, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Parce que je sais, enfin, en tout cas, je sais que ils sont pas détenus par quelqu'un, par un investisseur. Donc déjà, je pense que c'est déjà un gage de qualité. Ouais, ouais. C'est une structure indépendante, ce qui est toujours bon signe dans ces sujets-là. Après, je t'avoue que j'ai Oui. pas les détails en tête, Oui, mais pardon. à Juste creuser. sur Mediapart,
pour rebondir, est-ce que tu penses que c'est vers ce modèle-là que beaucoup de médias devraient se tourner, justement, pour redorer un peu un lien, à la fois le lien qu'il y a entre les médias et la population, et pour l'indépendance et la qualité du travail des journalistes? Ouais. Et bah, je pense que ça peut être un très bon modèle. Et d'ailleurs, on avait réfléchi au tout début de la création de l'association, quand on réfléchissait aux propositions qu'on mettait euh, en avant à proposer pour les politiques, on réfléchissait à demander à ce que toutes les entreprises de presse soient obligatoirement construites sur le modèle comme Mediapart d'une fondation et d'une structure un peu déterminée comme ça, parce qu'on trouve que c'est un modèle super inspirant. Là où finalement on a rétropédalé, et on s'est dit qu'il valait mieux laisser de la liberté, c'est que certains médias sont soit tout petits, soit émergents. Enfin, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui fait que c'est pas forcément complètement adapté. Mais je pense que individuellement, chaque entreprise de médias aurait intérêt à aller vers ce modèle de gouvernance-là, puisque comme tu le dis, c'est cette forme de gouvernance qui permettra d'avoir un lien de confiance avec les citoyens. Parce qu'il faut pas oublier que la presse, et ce que je rappelais tout à l'heure, la presse vit grâce à ses lecteurs. Et que si ce lien de confiance-là est rompu, bah, Mediapart n'existerait pas. Sans abonnement, Mediapart n'existe pas. Et donc, tous les autres médias auraient, à mon avis, intérêt à aller vers ça et à pas parier sur d'autres trucs, genre se faire racheter par des milliardaires pour tenir le coup. Parce que sur le long terme, c'est pas cette stratégie-là qui fonctionnera, c'est cette stratégie de nouer ce lien de confiance avec le lectorat. Et Alors, surtout qu'en plus, ça pousse à faire un travail en profondeur, de qualité, sur des sujets qui intéressent une partie du lectorat. Exactement. alors, Exactement. Et ça, c'était un des arguments principaux. Je parlais d'Epsilon tout à l'heure, qui est le média scientifique qui a été créé après la suppression de Science et Vie. Et le rédacteur en chef d'Epsilon disait exactement ça. Il disait que sa meilleure garantie d'indépendance, parce que Epsilon maintenant donc c'est indépendant avec des vraies garanties pour que ce qui leur est arrivé à Science et Vie ne se reproduise pas. Et il disait exactement ça, que leur meilleure garantie d'indépendance, c'était leur lecteur. C'était le fait de réussir à bah, toujours faire des sujets en surpassant, en faisant des sujets qui les intéresseraient. C'est ça le nerf de la guerre. Faire de l'information de qualité, c'est ça qui vendra. Et en toute indépendance, c'est indispensable. il y a une question dans le chat qui a été posée par Émilie qui dit que, mais Ouais. d'ailleurs, parler de l'indépendance des médias, c'est cool. Mais est-ce que l'assaut traite aussi de la façon dont sont traités les pigistes? J'y pense parce que Louis Witter en parle assez souvent sur son compte Twitter. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Merci Émilie pour cette question. C'est marrant parce que on vient de créer au sein du pôle plaidoyer, mais vraiment ça date d'il y a 2 jours, un pôle de réflexion sur le sujet des pigistes et du traitement qui est réservé aux journalistes qu'on dit indépendants. Et donc, du coup, bah, je t'invite à suivre tous nos réseaux sociaux pour quand on sortira ce sujet-là. Mais ouais, ça nous paraît vraiment indispensable. Et pour l'instant, on l'avait un peu délaissé enfin, faute de temps. En fait, on savait que c'était un sujet hyper important, mais on n'avait pas forcément investi le sujet. Et en fait, tout ce qui est précarité, de la profession de journaliste, c'est aussi quelque chose qui est complètement lié à l'indépendance des médias et à la façon dont on traite certains sujets. Et donc, c'est vraiment un plan d'action qu'on va investir à partir de maintenant. C'est quand même une émission très bien organisée avec des questions de chat qui sont faites sur mesure pour les invités. Voilà, on fait payer, Super. on paye même pas les intervenants. D'ailleurs, si vous voulez C'est sub la chaîne, normal. n'hésitez pas, hein, Maintenant, vous pouvez sub la chaîne. On a obtenu l'affiliation, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais Bravo. ah bah c'est non mais C'est mérité. on est un petit média encore pour l'instant. On est qu'un tout petit, mais on espère qu'il va grandir. En tout Et on cas, soutiendra votre indépendance. Merci beaucoup. c'était un plaisir Merci. d'avoir ces réponses-là, parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Alors, on a du mal à t'entendre, Charles. Si tu peux parler un peu Peut-être. plus fort Là, ou vous te m'entendez rapprocher de mieux? ton micro. Oui? Vous m'entendez mieux? Ouais, Ah, ok. Bon. Je Oui. disais que c'est intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment un truc dont on parle pas souvent, justement. À la fois la manière
le rapport qu'on a aux médias et la façon dont fonctionnent les médias. Enfin, je trouve que c'est essentiel, surtout quand on a une telle crise démocratique, faut juste repartir à la source et on voit qu'en fait, le nœud du problème, il est là. Exactement. Bah ouais, je suis ravie qu'on ait pu en parler. Encore merci de l'invitation. C'était chouette. J'espère que c'était intéressant pour ceux qui ont écouté, malgré mes digressions sur l'Arcom. Ah bah, je t'assure que c'était intéressant parce qu'on a fait des superbes stats. Là, je regarde un peu en direct, il y a pas mal de Ouais, monde qui nous suit, great. donc c'était. Il y a Bah, c'est une bonne tout le nouvelle. staff un peu des médias qui a dû regarder en soutien à Je suis Daphné. venue avec une team derrière, mais c'est parfait. Non, mais parce que t'as peut-être Ouais, c'est chouette. un petit mot de conclusion. Je sais pas si t'as d'autres questions, Thibaut, encore ou Je pourrais en trouver. Vercom, c'est quand même un sujet bien plus complexe que ce que Daphné a essayé de faire croire. Donc, je pense qu'il faudrait 1 ou 2 heures en Mais plus ça, pour pouvoir Thibaut, payer c'est tout. c'est pour le prochain live, on a dit. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je Non, l'ai non, préempté. on va garder des questions pour les prochains lives, d'autant plus que Émilie ne suggère plus de petites relances dans le chat, donc je suis un petit peu à court d'arguments. Donc non, mais merci beaucoup Daphné, merci un J'avais peu juste les une médias. remarque sur l'Arcom, mais si on va pas y passer 2 heures. Non, parce que j'ai pas pu trop suivre le passage sur l'Arcom, mais je voulais demander, je voulais demander ce que tu pensais justement du fait que le CSA avec l'Arcom ait intégré la régulation sur Internet. Quel était ton avis dessus? Ouais, bah c'est comment dire? Il y a deux possibilités. Soit on a une autorité indépendante qui grossit et donc qui englobe ce sujet-là d'Internet qui peut être positif, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'émergence de plein de médias, notamment sur Internet, c'est que c'est forcément quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Après, l'autre enjeu, c'est que souvent, malheureusement, quand on fusionne deux trucs, en fait, c'est pas pour le grossir et pour en faire quelque chose de plus puissant et de plus utile, c'est souvent pour soit virer des gens, soit le rendre un peu plus inoffensif. Et donc, je pense que c'est surtout la première année d'existence de l'Arcom qui nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu passer de choses particulièrement convaincantes sur cette question de la régulation des contenus sur Internet. Et c'est toujours un sujet très touchy. Donc, je pense qu'on verra le bilan, on verra comment est-ce qu'ils avancent sur ce sujet. Mais ouais, je suis mitigée. il y a Amélie qui nous dit dans le chat si est-ce que les amendes de l'Arcom sont assez fortes et sont-elles assez Ouais. dissuasives? Bah franchement, y en a oui, hein, je sais plus j'ai plus le montant en tête, mais je sais que quand Hanouna a été condamné à une amende suite au truc Louis Boyard, je crois que c'était le record d'amende. Mais en fait derrière on a des milliardaires, donc j'ai envie de dire Vincent Bolloré, il sait à quoi il se frotte quand il publie ce genre de truc, quand il permet ce genre de truc. Est-ce que ça dissuade vraiment? Je ne sais pas. Et il y a aussi la question de la temporalité, qui est que, certes, il y a une amende, fine, mais en réalité, ça intervient, enfin, quelques semaines, voire quelques mois après, le sujet est complètement retombé. Sachant que les sanctions de l'Arcom, je promis, je fais pas 15 minutes dessus, mais les sanctions de l'Arcom, en fait, ça va pas que sur des sanctions pécuniaires. Il y a d'autres sanctions qui sont très intéressantes, qui sont par exemple de priver, et c'est déjà arrivé sur C8 et CNews aussi, je crois, de priver de revenus publicitaires une chaîne sur une séquence horaire. Par exemple, ça veut dire, je sais pas moi, une heure de grande écoute, genre de 18h30 jusqu'à 22h, interdit de faire de la pub sur la chaîne. Et ça, c'est une sanction beaucoup plus importante qu'une sanction pécuniaire qui serait de juste payer une amende. De la même façon, une autre sanction qui peut être prévue, mais qui est très peu souvent mise en place, c'est carrément écran noir. On dit, bah, vous êtes allé trop loin, ou vous interdit de diffuser vos programmes pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois. Ça, je pense que c'est une échelle de sanctions peut-être plus dissuasive parce que là, on prive ces milliardaires-là de leur outil, de l'outil qu'ils veulent, en réalité, qui est cet outil d'influence. Si on leur coupe le micro,
c'est beaucoup plus important pour eux que de leur prendre de l'argent qu'ils ont de toute façon à flot, quoi. Donc je pense il y a toute une question sur l'ARCOM, sur l'échelle des sanctions et les sanctions adaptées qui est à questionner. Je viens de regarder comme ça l'amende qu'a reçue Cyril Hanouna après l'affaire Boyard, c'était 3,5 millions d'euros. Ce qui est Ouais, tu vois. pas énorme, effectivement. En vrai, moi, je paierais, j'aurais une amende de 3,5 millions d'euros, je serais pas ultra contente, effectivement. Mais un Vincent Bolloré, j'ai du mal à croire que ça, il va se dire, waouh, oh là là, 3,5 millions. Enfin, alors que, bah, ce que je disais tout à l'heure, si il a une sanction qui fait que pendant 3 jours, il a plus le droit d'émettre, là, il va se dire, ah ouais, à mon avis, en tout cas, c'est plus impactant. Oui, mais après, il faut aussi prendre en compte le fait que l'intérêt de ces milliardaires n'est pas que économique et qu'ils cherchent aussi autre Exactement. chose. Donc, je pense qu'une Exactement. sanction purement financière n'est pas forcément adaptée. Exactement. On est d'accord. C'est pour ça D'ailleurs, que ouais, les il y a un autre, sanctions en termes. Pardon, vas-y. il y a un autre fait marquant, je viens d'y penser, j'ai un pote qui m'a fait la remarque, mais en ce moment, à chaque vacances étudiantes, sur C8 en prime time, ils mettent des vies de saints à la télévision. Et Donc, oui. c'est-à-dire des trucs religieux vraiment méga que tu ne vois jamais d'habitude, ou le dimanche matin Non, entre mais 10h et 11h. Mais et vraiment en prime time, et c'est fou le côté. Même si on regarde les westerns, par exemple, qui sont passés sur C8, il y a toujours une dimension théologique un petit peu réactionnaire. ah, mais oui. C'est assez stupéfiant. Sur ça, j'ai une anecdote qui, à chaque fois, me glace le sang, mais c'est voilà. Sur C8, toujours, la formidable chaîne, le 15 août dernier, ils ont diffusé un téléfilm qui avait même pas été autorisé sous l'Amérique de Trump, qui était un téléfilm complètement Ah, anti-avortement. Ouais, qui était atroce et qui a été publié, qui a été diffusé à heure de grande écoute, le 15 août, qui est aussi un jour de fête religieuse, c'est pour ça que j'y pense. Et toute la journée, ils ont diffusé que des programmes religieux. Et après, à 21h, ils ont diffusé ce téléfilm anti-avortement, où en gros, mais j'ai regardé des extraits pour la science, où vraiment l'histoire, c'est une femme qui veut avorter, mais on lui dit qu'elle va commettre un meurtre et machin, et à la fin, elle accepte de pas avorter et de la remettre dans le droit chemin et elle veut entraver. En gros, tout le truc, c'est qu'elle veut faire fermer un centre de planning familial et à la fin, elle réussit et c'est vu comme waouh, la grande réussite et tout. Et c'est un film mais atroce de vraiment de propagande anti-avortement où il y avait eu un signalement auprès de l'ARCOM et l'ARCOM avait juste fait un rappel à l'ordre, un truc comme ça, en disant oh, c'est pas très bien, il faudrait mettre une remise en contexte de ce programme avant et c'est tout. Et ça avait été, moi, ça m'avait ultra choquée parce que j'avais vu que des chaînes de milliardaires aux États-Unis l'avaient même pas diffusé. Donc, Il y a Emily aussi qui a une autre question dans le chat qui Faut nous jamais en demande, finir. attends, faut que je retombe sur la question. Est-ce que vous avez des liens avec Sleeping Giant? Alors moi ça me dit rien du tout, mais peut-être qu'à toi ça va parler. non, on n'a pas de lien avec eux. L'association avec laquelle on bosse le plus, c'est Informer n'est pas un délit, et on travaille beaucoup aussi avec Reporters sans frontières. Mais effectivement, je vois souvent passer, ils sont très actifs sur Twitter, je crois, sur les sujets diffusion de discours de haine dans les médias. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des liens avec le collectif Stop Bolloré, dont on fait partie où un des modes d'action du collectif, c'était aussi de porter plainte au pénal contre certains propos d'ordre vraiment discours de haine, discriminatoire, portés sur CNews notamment par un certain Éric Zemmour. Et donc on peut partager complètement les luttes, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de lien institutionnalisé avec eux. Voilà. on va peut-être tous se faire des gros bisous et se dire au revoir. Grand merci à Tout Daphné. Tu as l'engagement de devenir éco-socialiste. On fera tout pour euh, permettre que tu prennes la tête de l'ARCOM
euh, si on Ouais! arrivait à gagner deux élections. Et je pense que ce serait sympa. Euh, Merci. Dès Très qu'on a un touché. et président je de la pense que République parmi nous, direct, t'es nommé. regarde, Top. C8 et, Très C8 et touché. CNews, ce sera tout en noir toute la journée. Il y aura rien. C'est ça. Euh, Les sanctions seront là. Non, mais c'était très cool en tout cas. Merci beaucoup pour l'invite encore une fois. Et mobilisons-nous tous pour l'indépendance des médias, parce que c'est un sujet un peu important, comme j'ai eu l'occasion de le dire. et la réforme des retraites, quand même. Évidemment. Bah, merci à toi, merci à Un bout des médias pour tout le travail que vous faites. Merci à Avenir éco-socialiste d'être un média si transparent, si bienveillant, si performant ce soir. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner à la super newsletter de Un bout des médias que j'ai reçue pour la première fois il y a 10 jours. J'étais assez ému, ça vaut la peine. Je vous y encourage. Et puis, à mardi prochain, je suppose. Ouais, mardi prochain, on reçoit Chloé Ridel, comme je disais tout à l'heure. On continue sur notre introspection sur la démocratie, parce que, on approfondit sur un autre angle, plus sur le vote, mais c'est en lien avec les médias. Trop chouette. Voilà, voilà. Et bah parfait. Et bah bonne soirée. Merci d'avoir suivi tout ça et à bientôt. Bonne soirée, Bonne Bonne soirée. soirée. merci beaucoup. Bonne soirée.